Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue à ce plateau spécial, un plateau qui va s'articuler autour d'une problématique. Vous savez que pour qu'un pays se développe, ce pays a besoin de la ressource humaine. Les hommes, leur capacité à travailler, à résoudre des questions techniques, des questions d'ordre politique. Les hommes sont importants quand on veut développer une nation. Le pays, la République du Congo, a donc, par rapport à ce défi, choisi de former les hommes, de former non pas seulement par l'école, mais de faire ce qu'on appelle la formation professionnelle. C'est donc une activité essentielle parce qu'elle est donc patronnée par un ministère et aujourd'hui un ministère d'État. Ce qui prouve que la volonté politique d'apporter à la jeunesse surtout une formation de qualité, elle est là. Nous sommes donc ici pour pouvoir faire le point, pour savoir qu'est-ce qui a été fait dans le cadre de la formation professionnelle. Y a-t-il effectivement des jeunes qui se forment? Pouvons-nous demain faire face aux grands défis des grands investissements étrangers directs qui vont arriver au pays? Trouveront-ils de la main-d'œuvre qualifiée? Toutes ces questions, vous les posez et nous aussi, nous avons le droit de les poser aux personnes concernées. C'est avec plaisir qu'aujourd'hui, nous sommes reçus par le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, Maître Marc Ekila, que je salue. Monsieur le ministre, merci de nous recevoir et bonjour. Bonjour, bonjour. Vous avez donc accepté de nous recevoir ici parce que nous avons formulé le besoin d'ouvrir un tout petit peu les rideaux pour voir ce que vous avez préparé dans la chambre de la formation professionnelle. Pour en parler, je suis accompagné par un confrère, un jeune confrère talentueux. Il n'était pas tellement jeune, non, maintenant ça va. Il est devenu presque un senior. Guy Chungu, que je salue. Guy Chungu, merci d'être là. Merci, Willy. Nous allons donc, avec le ministre d'État, passer un moment que j'espère un moment de vérité, un moment de puissance, parce que la nation a besoin de vos réponses. Vous arrivez donc dans ce ministère, ce n'est pas vous le premier, il y a donc eu des précédents ministres, mais nous voulons savoir, vous y trouvez quoi? Quel est l'état des lieux que vous faites de ces ministères, avant même que vous définissiez votre propre politique? Non, merci. La question que vous posez, j'ai eu à présenter ma toute première note au Conseil des ministres le 13 septembre 2024. Et effectivement, elle a porté essentiellement sur cet état des lieux-là. En quelques lignes de manière télégraphique, donc j'avais présenté cette note en disant que j'avais trouvé un état un peu chaotique. Donc je m'explique, j'avais trouvé qu'il n'y avait pas une structuration autour de l'organisation des centres dits de formation professionnelle. Je vais revenir pourquoi j'ai dit centres dits de formation professionnelle. J'avais trouvé qu'il y avait une absence totale d'un programme national de formation professionnelle. J'avais trouvé des structures un peu éparses, c'est-à-dire un cadre organique du ministère non adapté à l'organisation du ministère. Et j'ai trouvé une inspection générale à la formation professionnelle qui n'est régie par aucun texte. Et aussi, la grande problématique, c'est le recrutement en masse fait par les responsables des établissements ou des coordinations à l'insu de l'État, mais au nom et pour les comptes de l'État, et qui s'accompagnait d'un document de mandat de gestion. Et j'ai trouvé également une entité provinciale, des entités provinciales, c'est-à-dire nos représentants en province, totalement coupés de l'administration centrale, pour ne pas dire du cabinet du ministre. Et j'avais également trouvé un autre problème. Un autre problème, c'est l'absence de formateurs attitrés. J'ai trouvé ici des formateurs comme grade, mais pas de formateurs comme contenu. Voilà un peu d'une manière générale ce que je peux dire comme ce qu'a été l'essentiel un peu de ma note du 13 qui compte porter sur l'état de lieu du ministère. C'est quand même inquiétant quand on se rend compte de l'importance de ces ministères. Vous allez nous rappeler un tout petit peu quelles sont les fonctions, quel est le rôle que ce ministère est en train de remplir. En réalité, quand le gouvernement décide de mettre en place un ministre de la fonction professionnelle, le chef du gouvernement voit quoi? Le chef de l'État, il veut quoi quand il crée ce ministère? Le chef de l'État s'est prononcé sur la question dès
son discours sur l'état de la nation, le tout premier. Et je peux dire ça de mémoire, il a dit qu'il a constaté le relâchement au travail, le manque d'éthique dans le monde du travail, l'absence d'une main-d'œuvre qualifiée. C'est pourquoi lui, il avait décidé, c'est pourquoi je le cite en fait, il avait décidé de dédier voilà, à la formation professionnelle tout un ministère à part entière. Ça sont les phrases du président. Mais pour dire vrai, le ministère avait été créé un peu plus tôt, mais malheureusement n'a pas su démarrer. Ce ministère avait été créé en décembre 2014. Et pendant tout ce temps-là, le ministère s'est cherché. Il y a quelques jalons qui avaient quand même été posés, il faut reconnaître, mais qui ne cadraient malheureusement pas avec l'objectif recherché de la formation professionnelle. Pour ne pas dire, le ministère était essentiellement copié sur l'enseignement, l'éducation nationale, tout court, le PSP de l'époque. C'est-à-dire, on a fait de ce ministère pratiquement un ministère de l'enseignement primaire et secondaire bis. Et pourtant, le ministère avait une autre connotation, devait avoir d'autres objectifs. Et pour revenir, en fait, pour répondre à votre question, j'aime toujours expliquer ça de manière simple. J'ai dit la formation professionnelle, c'est ce cycle-là qui prépare la main-d'œuvre, qui vient en complément de l'enseignement de base, de l'enseignement classique, pour préparer la main-d'œuvre. Voilà comment j'aime présenter ça de manière simple pour ne pas aller dans de grandes rhétoriques des universitaires. Alors, Monsieur le ministre, ma question, c'est un comportement observé. Lorsque vous arrivez, on vous présente un état des lieux, mais subitement, nous constatons que le ministre conteste tout, même le reste. Est-ce que l'on peut dire que ça commence maintenant, la formation professionnelle, format tel que désiré, voilà, par le chef de l'État? Avec vous, bien sûr. Non, mais contester tout, c'est quand même trop prétentieux. C'est trop prétentieux. Le ministre pense qu'il faut recadrer certaines choses qui avaient été faites, peut-être faites bien. Bon, il faut replacer les choses aussi dans leur contexte. Il faut noter qu'à l'origine, on était d'abord le ministère de l'enseignement technique. Après l'enseignement technique, c'était le ministère de l'enseignement et métiers. Et puis après, on est devenu le ministère de la formation professionnelle. Et je pense que c'est toutes ces contingences-là qui ont fait qu'il y ait quand même chacun qui est passé pouvait orienter l'action dans ce sens-là. Donc c'est ce qu'il faut noter. Mais revenons au ministère de la formation professionnelle. Partant, je crois que j'ai présenté l'état des lieux, c'était justement, c'est ça la feuille de route qu'il fallait prendre. Donc la première des choses, j'ai mis en place une commission d'agrément. Parce que quand j'arrive ici, je trouve plus de 25 000 arrêtés d'agrément signés. 25 000 arrêtés d'agrément signés. Et tout ça s'est mis dans un paquet dit centre de formation professionnelle. Or, dans la formation professionnelle, tout n'est pas centre. Donc nous avons pris la latitude de préciser, de corriger le travail que j'avais trouvé, un bon travail qui avait été fait ici à l'époque, mais il fallait quand même recadrer. Donc il fallait classifier les niveaux de cycle de formation, si je peux dire comme ça, si on prend ça dans le cycle comme enseignement. Donc tout est présenté dans un paquet de centre de formation. C'est là d'ailleurs tout le problème. Nous avons pu quand même corriger pour dégager les établissements d'apprentissage, les centres de formation professionnelle, les académies de formation, les instituts de formation, et nous avons même inséré la notion des instituts technologiques avec le développement de la technologie, bien entendu. Donc voilà, nous avons catégorisé ça. Et aussi, nous avons pensé qu'il fallait mettre en place justement cette commission d'agrément pour résoudre un grand problème. Résoudre un grand problème parce qu'il suffisait que quelqu'un donne sa demande sans un critérium bien fixé, et bien l'agrément a été accordé. Tout de suite, on avait un centre et il y a des agréments. Pour un arrêté, vous pouvez avoir 100, 150 centres. Et je disais, le recrutement du personnel non compté, on pourra peut-être y revenir plus tard. Mais aussi, le plus important, il fallait mettre en place dans un ministère de la formation. Nous n'avions pas de normes d'élaboration des référentiels dans tous ces cycles-là. Et l'un des premiers actes que j'ai posés, j'ai pris 2 arrêtés qui organisent les normes d'élaboration des référentiels dans notre secteur. J'ai pris également un autre arrêté pour spécifier justement chaque niveau de formation, comme je venais de le dire. Et il fallait standardiser notre formation professionnelle. Nous devons nous mettre sous le cap international. Il était urgent pour nous de ratifier la charte des Nations Unies, de l'UNESCO sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. Et comme je disais tantôt, nous avions trouvé que tout le monde était formateur, c'était compliqué. Nous avons instauré un registre national de formateurs.
Nous avons instauré ces registres-là pour dégager qui est formateur, qui ne l'est pas. Et c'est un travail qui a été fait. Et nous avons instauré l'annuaire de métiers et la formation. Pour ça, je m'explique. Nous allons en parler, monsieur. Ok. J'allais prendre juste un petit moment. Je rentre dans vos réalisations, monsieur le ministre. Vous arrivez, un état des lieux vous est présenté, vous êtes dans la continuité de la gestion de la chose publique, les problèmes sont connus, vous menez des actions, mais est-ce que, c'est la question, vos actions répondaient à l'urgence du ministère, la priorité du ministère? Parce que c'est connu, quand on arrive, il y a déjà des problèmes qui sont listés en priorité. On a plutôt l'impression que la pyramide a un tout petit peu été renversée. Non, mais on est là pour ça. Moi, j'aime définir l'action ministérielle. Moi, je n'aime pas de définitions académiques. Un ministre, c'est quelqu'un qui vient apporter des réponses aux problèmes de la population. Alors, voilà. Alors parmi les plus grands problèmes auxquels vous allez faire face, et vous allez répondre à la question, quand vous regardez l'enseignement primaire et secondaire, c'est l'État qui organise. C'est l'État qui fait un programme, c'est l'État qui met des structures et parfois les privés interviennent, mais c'est conforme au programme de l'État. Mais ici, j'ai l'impression que les gouvernements s'est assis sur une initiative privée qu'on appelle les centres de formation. Pourquoi, quand vous prenez votre feuille de route maintenant pour pouvoir régler la question, est-ce que vous ne vous rendez pas compte que c'est là qu'il y a le problème déjà? Mais vous avez raison. Justement, c'est là le problème auquel on s'attaque justement. Et pour s'attaquer à ça, il y a plusieurs mesures qu'il faut prendre. Je venais déjà de signaler que, en fait, pour répondre un peu, revenir un peu à chaque au bout de quelques secondes, là, il fallait passer du ministère de l'enseignement, de l'EPSP bis, à un ministère de la formation professionnelle. Et le ministère de la formation professionnelle, il fallait élaborer tous ces référentiels-là qui sont en élaboration. Il fallait prendre on n'élabore pas les référentiels de n'importe quelle manière. Il fallait donner les indications à chaque niveau comment élaborer les référentiels. Et ça, nous l'avons fait modestement à notre arrivée. Mais aussi, pour revenir, effectivement, le problème est parti de là, en fait. Quand j'insiste sur le fait que le ministère, malheureusement, a été servilement copié sur le ministère de l'Éducation nationale. Donc, là où on s'est assis sur les écoles, vous vous asseyez sur les centres de formation. Voilà, c'est-à-dire que même sur le plan organisationnel, j'aime toujours dire, sur le plan organisationnel, à l'EPST, je n'ai rien contre l'EPST, c'est pour dire qu'il y a le travail qu'on est en train de faire, c'est un ministère que je respecte beaucoup. Et donc là-bas, même sur le plan organique, de l'organisation du ministère, là-bas vous avez des représentants en province qu'on appelle PROVED. Ici aussi, on a créé des PROVED. Vous avez les représentants des inspecteurs en province, qu'on appelle les IPP, les IPPA, les INSPOL. Ici aussi, vous les avez. Et là-bas, comme on avait un service qu'on appelait, je crois, DINACOPE, et ici, on a créé un SENACPF, dont le contenu n'est autre que le DINACOPE. Donc voilà, le problème est parti de là. Maintenant, il faut maintenant mettre en place, comme le veut le chef de l'État, et le programme d'action du gouvernement, conduit par la Première ministre, il faut mettre en place maintenant une mission. Qu'est-ce que vous mettez en place? Voilà, quelle est la conception, la nouvelle? Parce que c'est une révolution, c'est une rupture. Voilà. Alors, quels sont les points de rupture? Vous dites, voilà, ça, on ne peut pas copier, on va innover. Mais vous innovez en faisant quoi exactement? Le point de rupture, d'abord, la première des choses, nous avons mis en place une commission d'agrément, justement, pour déjà... Agrément de quoi? Agrément des centres. Okay. C'est-à-dire pour déjà réglementer, pour prendre à bras l'école cette grande problématique. De deux, nous mettons en place, je vais vous dire une chose. C'est-à-dire, j'ai trouvé un ministère, il y avait deux comportements. Je vais dire, il y a des centres alignés qui, tout en étant en contact avec le ministère, par le mécanisme d'agrément et de mandat de gestion, on reviendra plus tard, passer les concours nationaux du ministère de la formation professionnelle, un peu l'équivalent de l'examen d'État de l'autre côté. Voilà. Mais nous avions aussi d'autres catégories de centres qui, eux, mais ils n'étaient pas en contact avec le ministère. C'est-à-dire qu'ils pouvaient organiser leur formation. Fondation Willy Kalenga, à la fin, lui-même, il décerne les titres, l'État ne connaît pas. Donc l'État n'avait pas la même mise. Nous avions aussi des centres strictement privés,
des très hautes factures, et je pense même que ce sont ces centres-là qui sont le plus outillés, le plus sérieux possible, qui n'étaient pas en contact avec le ministère de la formation professionnelle. Et pourtant, c'est vraiment dans l'état actuel des choses, nonobstant ce qu'on est en train de faire pour ramener les choses à un niveau le plus élevé. Mais je crois que ce sont ces centres-là que je me permets de citer. Les centres comme le centre Kimbondo en hôtellerie, les centres comme le KDA ici, nous avons les centres ODC, nous avons les centres Nguia, aux EPERS, que sais-je encore. Tous ces centres-là, ils étaient coupés du ministère. Et même les centres de formation de certaines sociétés qui font de la formation, mais ils étaient coupés. Ce sont les sociétés eux-mêmes qui organisaient ces centres-là. Nous avons quand même fourni un effort pour récupérer quelques-uns d'entre eux. Je peux citer par exemple les centres de formation. Ça va vous étonner, les centres de formation de Teke Funguru, mais aujourd'hui, une grande société minière qui travaille avec nous. Le centre de formation de Metalcol, une grande société minière qui travaille avec nous. Nous avons les centres de formation de la SNCC. Tous leurs centres aujourd'hui sont avec nous et le travail se poursuit, mais aussi pour régler cette problématique des centres viables. Voilà, c'est le mot que je cherchais. De la viabilité des centres. En son temps, nous avions signé un protocole d'accord avec le ministère du portefeuille, quand c'était encore animé par le ministre Jean-Lucien Boussa. Nous avons signé un protocole d'accord pour permettre à tous les centres de formation de sociétés commerciales de s'ouvrir aux apprenants extérieurs, justement pour résorber la problématique de la viabilité des centres de formation. Alors revenons maintenant, c'est l'État qui doit organiser, je suis d'accord avec vous, ce sont les articles de la Constitution qui consacrent le monopole de l'organisation de l'éducation par l'État. Mais dès le départ, il y a eu un problème. Quand on a, le ministère ici vient de la scission avec le ministère de l'EPST. Alors, il y a eu pendant des années ici, je ne vais pas revenir sur ça, la guerre de qui va avoir l'école, qui va avoir. C'est là vraiment que je salue quand même, en toute honnêteté intellectuelle, je salue l'ingénieur, surtout de ma prédécesseur, qui avait pensé qu'il fallait faire quelque chose. Vous ne pouvez pas avoir un ministère de la formation professionnelle sans un établissement qui l'accompagne. C'est comme ça quand même, il y a eu cette intelligence-là de travailler avec le partenaire privé, pouvoir créer des mécanismes de collaboration, pour quand même, tant bien que mal, doter le ministère de quelques centres qui, malheureusement, il y a eu beaucoup d'abus. Donc, vous avez innové, mais vous n'avez pas annulé l'existence des centres de formation comme un des piliers de la formation professionnelle. Non, mais on ne peut pas avoir un ministère de la formation professionnelle sans centre. Donc maintenant, ce que nous faisons maintenant, c'est vraiment d'encadrer tout cela. D'encadrer tout cela, et nous avons mis les outils. Les outils que nous avons mis, j'ai déjà cité quelques-uns pour ne plus revenir, mais il fallait récupérer tout le monde. Nous avons initié dans ces ministères, je crois que c'est une des grandes réformes en toute modestie, nous avons pu obtenir un décret portant uniformisation des titres de la formation professionnelle en République démocratique du Congo. Ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire que tout ce qui est comme formation professionnelle en République démocratique du Congo, puisque c'est l'État qui en a le monopole d'organisation. Le ministère ici étant un ministère régulateur et organisateur, tous les titres marquant la fin de formation professionnelle doivent être sanctionnés par les titres délivrés par le ministère de la formation professionnelle. Vous allez répondre pendant longtemps. Alors, vous apportez donc de l'innovation, vous apportez du changement. Vous devez être applaudi par les concernés. Mais aujourd'hui, on vous traite des tueurs du boulot. On pense que vous êtes devenu la bête noire. Comment quelqu'un qui apporte de l'innovation et du changement est perçu comme quelqu'un, un trouble-fête, un empêcheur de tourner en rond, un ministre même pour les plus méchants, un ministre qu'il faut absolument éliminer de la circulation, il est venu détruire la formation professionnelle. C'est une contradiction dans la perception. Maintenant, vous allez répondre, et puis Chako, parce que vous l'appelez Chako, va continuer. Alors, comment un homme qui apporte la paix, la formation et l'innovation est perçu comme un Kyriel Seller? Si vous le permettez, puisqu'il parlait déjà de centre, oui. Donc il se lance dans cette question, je voulais rebondir rapidement. Vous avez la parole, mon frère. Notamment cette réalisation, monsieur le ministre, vous parlez des centres viables, non viables, c'est vrai, la nature a horreur du vide, l'État était quasiment obsolète et les privés se sont installés aujourd'hui. Est-ce que le ministère dicte une norme pour avoir un centre de formation?
Parce qu'hier, c'était, vous l'avez dit vous-même avec vos mots, c'était un espace vide. D'abord, nous avons lancé, j'allais oublier de le souligner, j'ai lancé à mon arrivée pour pallier à cette problématique-là de carence des centres proprement à l'État, pour permettre à l'État de jouer son rôle de patron, parlons simplement. J'ai lancé un vaste programme de construction des centres de formation professionnelle à travers toute la République démocratique du Congo. Et le programme a été présenté en Conseil des ministres, adopté en Conseil, et nous sommes en train de suivre. Et je vous rassure que nous avons obtenu, pour vous rassurer davantage, nous avons obtenu tous les avis de non-objection. Nous avons obtenu l'approbation de son Excellence, Madame la Première ministre. Maintenant, nous sommes en train de voir avec la chaîne comment. Pourquoi nous avons lancé? Nous avons lancé les instituts de formation professionnelle, parce que nous avons pensé que tout ce qui est là, c'est bien fait, mais il y a un problème. Aujourd'hui, tout le monde va vous dire que je suis responsable d'un centre de formation, mais en réalité, s'il faut rester strict sur le plan d'interprétation, la plupart de ces centres-là sont des établissements d'apprentissage de métier. La plupart, je dis bien la plupart. Et donc, nous avons lancé ce vaste programme, et puis il y a eu un deuxième programme. Le deuxième programme de construction, nous avons lancé, grâce d'ailleurs à la perspicacité, à l'ingéniosité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a lancé la table ronde de l'entrepreneuriat et de l'emploi, où mon ministère a joué un rôle très important, en passant sur les plus de 305 résolutions, plus de 100 ont concerné la formation professionnelle, en passant. Et donc, même dans ce cadre-là, nous avons encore présenté un plan de construction des centres, cette fois-là, je dirais, moyens, au niveau de chaque province pour prendre. Pourquoi j'ai dit instituts nationaux, les grands instituts de formation? En fait, ce sont des centres qui peuvent être à mesure de jouer, de faire tout le relais en ce qui concerne la formation, c'est-à-dire former les inspecteurs, former les formateurs, donner des formations de très haut niveau pour répondre aux besoins réels du pays. Parce que depuis mon avènement au ministère, je pose la question à tous mes partenaires. J'ai dit, mais on a formé les gens ici, mais la différence entre nous et les PSP, nous ne devons plus être producteurs de chômeurs. Nous ne devons plus être producteurs de chômeurs. Nous devons être producteurs de gens immédiatement employables. Et comme je disais, le ministère, c'est la passerelle entre la formation et l'emploi. Il ne faudrait plus que nous ayons des gens, quand ils terminent, ils vont là-bas, on doit encore payer les frais de formation. C'est un peu le rôle du ministère, préparer cette main-d'œuvre-là. Voilà, nous avons fait ça, nous savions que c'est des grandes institutions avec de grands équipements, avec de grands efforts. Et puis un centre de formation professionnelle. Mais c'est très coûteux, il faut le dire. Ce n'est pas. C'est d'abord le bâtiment, si vous voulez, le personnel formé, aussi les ateliers et les outils. C'est ça d'abord un centre. La plupart, je vais vous montrer un rapport que j'ai ici. Quand je m'amuse avec mes collaborateurs, j'ai vu les DINAD qui est ici. Quand je demande qu'on me fasse l'enquête de viabilité sur le centre de formation dans notre pays, le centre de viabilité, la réponse qu'on me donne, c'est acceptable. Quand on dit acceptable, ça veut tout dire. Quand on dit acceptable, ça veut tout dire. Mais loin de là, c'est-à-dire voilà pourquoi nous voulons collaborer avec ces gens. Et revenons sur la gestion. J'ai trouvé qu'il était impossible d'avoir les discussions avec les promoteurs des centres. Parce que la loi permet quand même ce partenariat. Et la Constitution et la loi cadrent sur l'éducation, même si j'ai un autre avis sur la question, mais restons sur cette loi-là, qui permet ces partenariats-là. Mais il m'était impossible. J'ai trouvé un ministère où il est impossible de parler avec le partenaire social. Mon DIRCAB est là, les 2 premières fois, nous avons convoqué. On n'a pas pu tenir la réunion. Vous convoquez les partenaires, vous en avez plus de 1000. Vous allez le mettre où? La deuxième fois, c'est comme ça que j'ai pris un arrêté. Vous qui cherchez les réformes ou les innovations, j'ai pris un arrêté pour dire tous les promoteurs ou les responsables, les coordinateurs doivent s'organiser en corporation pour faciliter les dialogues sociaux. C'est comme ça que nous avons créé. Je salue vraiment la réponse qui est venue jusqu'au moment où nous sommes en train de faire cette interview ici. Il y a déjà 4 corporations qui sont en discussion directe avec moi. Donc, au lieu d'avoir plus de 1000 personnes autour d'une salle, donc si j'ai déjà 8 personnes, 10 personnes, ça veut dire que je parle à des milliers de responsables. Donc, je puis asseoir ces cadres. Et c'est dans ces cadres-là que nous avons entamé les discussions. Nous allons revenir sur cette problématique-là. Nous allons y revenir. Et donc, nous avons mis ça pour pouvoir finalement résoudre entre partenaires le vrai problème qui s'est posé. C'est là que les arrêtés que nous prenons, les réformes que nous prenons, que nous faisons parvenir. Mais au niveau de la gestion du personnel, j'ai institué la conférence du ministère de la formation professionnelle, la conférence annuelle, pour la première fois.
on a pu avoir dans cette République, dans ces ministères, tous les représentants du ministère vivant en province, regroupés à Kinshasa, pour leur donner, non pas par des circulaires, non pas par des lettres, mais dans une conférence, les directives pour conduire la formation professionnelle. Bref, pas n'importe quelle formation professionnelle. Une formation professionnelle qui correspond aux besoins du développement du pays. Et puis il y avait d'autres aspects, bon je vais aborder ça plus tard, qui correspondent. Et là, comme j'avais dit, nous avons produit, dans le cadre de cette conférence annuelle-là, nous avons produit et validé. J'ai salué un grand travail que j'avais demandé à la direction des métiers qui m'avait produit un travail impeccable, et qui a été enrichi par les responsables de la province. Aujourd'hui, nous parlons, nous avons... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis de Bassankoussou. Si on veut ouvrir un centre de formation à Bassankoussou, nous avons ce que moi j'appelle traditionnellement le métier de base. Maçon, peintre. Mais il y a la spécificité pour correspondre au développement, qui répond au développement de la... Ça dit que vous voulez avoir un centre là-bas, eh bien nous allons regarder dans les répertoires quels sont les métiers qu'il faut pour le développement des Bassankoussou. Et votre centre doit incorporer cela. Et voilà un peu ce que je peux dire sur ces points-là. Et nous avons également, toujours pour renforcer la compétence humaine, j'ai même amené les responsables, les partenaires sociaux, les promoteurs des centres privés, parce que la plupart, quand je dis privés, c'est-à-dire ceux qui sont agréés par le ministère, qu'on appelle établissements publics ou conventionnels, c'est un débat. Avec des centres viables. Bon, avec les centres acceptables jusque-là, parce que tout ce que j'ai là, tous ces centres acceptables, j'ai là, je vais vous produire l'annuel, c'est juste derrière là, tout est acceptable, hein, tout est acceptable. Et donc, je les ai amenés. Nous avons instauré la conférence internationale, sinon congolaise, de la formation professionnelle, justement pour permettre à ces partenaires d'apporter leurs formateurs qui soient renforcés en capacité, et même les jeunes qui étaient en train de chômer comme ça, pour leur, même à l'issue même de cette formation-là, voilà, il y a quand même des Congolais qui ont obtenu de l'emploi. Aussi pour rajeunir l'administration, renforcer l'administration, nous n'avons pas croisé les bras, nous avons formulé une demande en plein Conseil des ministres, parce que nous avions constaté qu'avant nous, je salue ça, je salue vraiment cette activité-là, il y avait les boursiers congolais qui allaient à l'extérieur pour suivre les formations, mais dont les retours n'étaient pas concernés. Alors pour renforcer justement, surtout l'inspection générale à la formation professionnelle, qui est un pilier incontournable du ministère, nous avons ramené les premiers boursiers. Tous y sont engagés, recrutés sur titre par le VPM à la fonction publique pour renforcer l'administration. Mais il y a une deuxième vague qui va venir. Donc, normalement, je disais, c'est des lauriers que vous devriez recevoir. Et pourtant, c'est des épines là que je vois. Non, mais justement, je faisais ce tableau-là pour arriver justement oui, à cette problématique-là. En fait, moi, je ne voudrais pas... Je suis juriste de formation. Hein. Je ne voudrais pas faire de plaintes contre l'inconnu. Mais moi, je comprends la résistance est toujours consécutive à un changement. Les gens n'acceptent pas trop. Et pourtant, je crois que vous voulez faire allusion à la fameuse problématique des impayements. Je vais y arriver, mais je voudrais quand même saluer tous les conseils qui m'ont permis de doter finalement ces ministères d'un document national de politique nationale de la formation professionnelle. Je vous ai dit, parmi l'état de lieu, il n'y avait pas un cadre programmatique. Donc on naviguait un peu en vue, on ne savait pas ce qu'il fallait faire. Et avec les orientations que nous avons reçues de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et de la Madame la Première ministre, il faut orienter maintenant la formation vers de grands projets du pays. Lobito, Graïga, Corridor, extension, tout ça. Alors il faut adapter. Et pour y arriver, il faut une démarche claire. Et là-dedans, nous avons mis beaucoup de solutions aux problèmes qui se posent à ces ministères. Et nous avons limité ça en 4 axes. Le premier axe, c'est l'axe du renforcement de l'offre de la formation professionnelle. Et là-dedans, vous avez les infrastructures, justement, avec le personnel, avec les cadres. J'ai trouvé dans le ministère une attribution importante qu'on n'a pas pu mettre en œuvre. Et je me suis en train de m'atteler de le mettre, les chambres de métier. Les chambres de métier qu'il faut opérationnaliser. Il y avait aussi l'axe partenariat, parce que le ministère était enfermé sur lui-même. Nous sommes dans un monde où il faut avoir de grands partenaires. Nous avons mis également l'axe sur la gouvernance. La gouvernance, c'est important. Pourquoi? Parce que dans notre pays, la formation professionnelle, je dirais, c'est un peu fractionné.
Vous avez d'autres ministères qui font de la formation professionnelle. Et là, je vous rejoins, je suis d'accord avec vous. C'est là que le ministère doit jouer son rôle de régulateur et d'organisateur. Et avec ces documents de politique nationale de la formation professionnelle, il y a un outil important qui est là, c'est le cadre de concertation des acteurs de la formation professionnelle. Vous aurez les acteurs étatiques, vous aurez les acteurs privés et vous aurez la société civile. Nous allons tous nous retrouver. Pourquoi? Justement pour valider leur certification, pour faire les équivalences d'emploi. Et même, je suis en train de travailler avec Madame la ministre d'État à l'emploi, à l'Éducation nationale, pour assurer le passerelle entre les titres de la formation professionnelle et les titres de l'EPST. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut changer de paradigme, comme dirait Patrick Mouya, il faut changer de narratif. Mais moi, j'aime plus parler de paradigme parce que ce sont des choses qu'il faut ancrer définitivement. En fait, on a toujours considéré la formation professionnelle comme un cycle de personnes n'ayant pas pu terminer les études. Non, loin de là. Voilà, et pourtant ça n'a rien à voir. Et j'aime toujours dire que nous avons la formation professionnelle, intellectuelle et manuelle. J'aime toujours préciser ça comme ça. Et on pourra peut-être revenir. Et pour valoriser ce cycle-là, ce travail-là est en train de faire. Alors revenons maintenant, pourquoi les résistances? La résistance, c'est normal. Vous savez, moi j'ai salué le travail qui avait été fait parce que l'État était en difficulté d'avoir ses propres centres de formation. Mais comme la loi, qui est le cadre général, a permis qu'il y ait ces partenariats-là, je salue vraiment particulièrement ma prédécesseur qui s'est engagée dans cette démarche-là. Mais malheureusement, au niveau de l'administration, les choses n'ont pas été bien contenues, n'ont pas été bien encadrées, On a assisté finalement à des abus, vous n'avez aucune idée autour des abus. J'avais trouvé ici une circulaire qui fixait, par exemple, par centre, 34, toutes catégories confondues d'agents, à 34. Mais moi, j'ai des centres où vous avez 200 personnes, 300 personnes, et même des centres qui n'existaient pas, ou des centres qui n'existaient que sur arrêté, pour ne pas dire dans un sac. Alors, nous avons pensé, voilà pourquoi nous avons mis en place ces cadres de concertation en créant des plateformes, et j'ai dit aujourd'hui il y en a 4, et nous avons posé les problèmes dans ces cadres-là. Mais M. Kalenga et M. Chong, je vous regarde droit dans les yeux. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, vous avez tous ces documents-là, cette pile-là que vous voyez derrière vous, là, représente 27 510 établissements de formation. Prenons nos calculettes, nous allons faire des calculs ici. 27 510 centres. 27 000. Prenons le calculette, nous allons faire des calculs ici. Ceux qui ont des calculettes, prenez déjà. Prenez des machines et des téléphones, nous allons faire des calculs. Je reste dans la norme qui a été fixée par la circulaire. Je ne parle pas de dépassement 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois plus. Je reste dans la norme. Des 30 dans la norme, telle que fixée par la circulaire, qu'on est d'ailleurs en train de modifier. 30. Donc prenons 27 510 fois 30 agents par centre. Vous en avez combien? Regardez les calculettes. Je ne sais pas regarder les calculettes. Si vous prenez ces nombres-là, j'ai posé la question. 125 300. Non, on doit être au-delà, on doit être dans les 680 et quelques mille. On doit être dans les 600. C'est 30 par établissement, on est dans les 800. On est 800 à 800 agents. 825 000. Quand nous parlons de ça, on est à 825 000 agents. Je reste dans la moyenne. Alors, si les 825 000 agents, j'ai discuté avec le DINAT qui m'a dit que la moyenne, si on fait la moyenne des rémunérations proposées, la moyenne, on est à 300 000. Prenez 825 000 fois 300 000 par agent. Faites les calculs. Et la réponse que vous aurez, c'est mensuel. Nous sommes déjà dans les milliards, mon Dieu. Nous sommes, ça c'est mensuel. Alors faites ça fois 12. Faites ça fois 12. On aura mal à la tête, monsieur le ministre. Voilà. Et le problème part de là. J'ai réuni ici il y a 2 semaines. Ce sont des personnes respectables, les coordonnateurs, les représentants légaux. Je leur ai dit, comme nous sommes dans un cadre de dialogue, nous devons faire la part des choses. Soit, en bon patriote, vous rentrez vous-même, vous regardez les effectifs qui sont en dépassement, vous regardez les centres qui n'existent pas, parce que l'habitude qu'il y avait ici, on a créé aussi les centres qui ne sont pas encore créés. Ça dit que... On a l'agrément et puis on va faire les centres après. Maintenant, moi, je dis non. Avant d'agréer un centre,
Il faut qu'il existe d'abord physiquement. Même si on peut fermer les yeux sur certaines conditions, mais l'existence physique doit être là. Mais ici, on avait des centres à créer, déjà agréés, et avec des personnels déjà alignés. C'est là le problème. Les enfants nourris avant leur conception. Mais voilà, c'est un peu ça. Alors, vous voyez la masse que ça donne là. Moi, j'ai dit, voilà, soit vous rentrez vous-même en bon patriote, vous regardez les effectifs que vous avez surestimés, vous rentrez dans la norme en âme et conscience, vous les communiquez. Sinon, moi j'ai des mécanismes, justement pour permettre à l'État de jouer son rôle de régulateur et d'organisateur. C'est-à-dire quoi? Comme on a autant, je vous ai déjà donné le nombre de centres, 27, et c'est provisoire. Le 27 000 donc question, c'est provisoire. Il y a un jargon qu'on dit ici mécanisé. C'est-à-dire que ceux qui ont déjà été reconnus par l'équivalent des Sénats de Dinakopé, mais il y a d'autres qui ne le sont pas encore. Qui doivent intégrer. Donc si on fait la projection, on peut même arriver à 35 000, 40 000. Mais restons dans les chiffres qui nous réunissent aujourd'hui. J'ai dit sinon, et c'est là le problème, j'ai dit mais non, sinon nous allons prendre, l'État ne doit pas se plaindre. Nous, l'État a le monopole de la violence, l'État c'est le privilège exorbitant de la puissance publique. Ça c'est l'État. Sinon nous allons organiser les choses autrement. Et on n'aura même pas $1 à dépenser. Parce qu'ils voulaient, non, qu'on descende sur le terrain pour qu'on fasse des dessins. Mais tout ça, ça a un coût. Nous, on peut régler les choses autrement. C'est-à-dire, nous commençons par surseoir tous les agréments, surseoir tous les mandats de gestion. Un moratoire. Et chacun garde un peu sa structure, sa nature, son caractère de privé. Je vais avancer, mais j'ai dit, pour moi, le privé, j'ai trouvé un avantage. C'est-à-dire, quand vous êtes privé, vous êtes sûr de la qualité de votre formation. Eh bien, vous pouvez fixer le prix que vous voulez, vous pouvez acheter le matériel. Mais comme l'État est l'organisateur, vous revenez vers nous pour que nous organisions les examens des ministères. Alors, ceux qui vont estimer qu'ils ne peuvent pas évoluer comme structure privée, puisque la loi prévoit qu'on ait de partenariats publics et conventionnels, eh bien, vous revenez vers le ministère aux conditions que le ministère va fixer. Nous aurons élaboré. Nous avons déjà fini d'élaborer une convention que j'ai présentée à mes interlocuteurs pour dire, vous allez répondre à ces critères-là. Et quand vous répondez à tous ces critères-là, eh bien, nous vous considérons comme un vrai partenaire que nous pouvons suivre. Et le reste, vous comprenez, il s'agit de... Monsieur le ministre, vous allez continuer, mais pour qu'on vous comprenne bien, ouais. Je voudrais avoir une question de précision. Vous avez parlé des 27 512. C'est les chiffres scandaleux en lui-même, ou bien c'est l'État qui est pauvre et ne peut pas faire face à cette dépense? Est-ce que ces chiffres-là, il est scandaleux? Nous sommes dans un grand pays. Est-ce que c'est scandaleux d'avoir 250 000 centres de formation? Mais pour moi, c'est scandaleux. Pourquoi? C'est scandaleux parce que la plupart n'existent pas réellement. Faisons un petit exercice que j'aime toujours. Donc c'est au niveau de la viabilité et non du nombre en réalité. Les deux. Mais si nous avions 250 000 centres viables, ça serait toujours un scandale. Ce serait toujours un scandale parce que quoi? Il y a maintenant un mécanisme qui fait que ces centres-là puissent se prévaloir du statut d'établissement public, que moi j'encourage. Mais moi, le problème ici, ça doit être régulé, contrôlé. Ça ne doit pas faire comme ça se fait là dans une anarchie indescriptible. Deuxième question, monsieur le ministre. Non, attendez, je voulais vous expliquer. Oui. Le mécanisme là, ça dit pour que l'État prenne en charge, j'allais pas dire un individu, un Congolais, soit comme fonctionnaire de carrière, soit comme agent public, il y a des critères qui sont fixés aujourd'hui dans notre pays. Il faut qu'il y ait une place, il y ait une vacance immédiatement budgétisée. Les responsables des centres, je n'ai rien contre eux parce qu'on en a parlé ici, ils savent. Nous sommes réunis ici de 17h à 23h45, il y a une semaine. Ils le savent. Il faudrait que le besoin soit exprimé par le gouvernement. À ce moment-là, le gouvernement est en mesure d'assurer la prise en charge de la personne. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, les responsables, la plupart, je ne vais pas mettre tout le monde dans un même panier, mais j'ai dit la plupart, mais ils signent même des commissions d'affectation. C'est-à-dire qu'ils recrutent les agents publics de l'État au nom et pour le compte de l'État, sans l'aval de l'État. Mais ce sont ces choses-là que nous voulons encadrer. Voilà pourquoi nous disons, pour y aller facilement, pour y arriver facilement, remettons les choses en ordre. Donc nous allons un peu, disons, à Beauvau, à Aborigine. C'est-à-dire, nous annulons
Et puis j'ai dit, allez réfléchir. La mesure est en voie d'être prise, mais nous devons le prendre de commun accord. Parce que ce sont des partenaires. Un partenaire, il faut toujours travailler avec. C'est ça un peu le problème. Voilà, au nom de la promesse qu'ils seront un jour engagés, la plupart des jeunes gens qui vont dans ces centres sont presque pris en otage. Chaque semaine, ils cotisent. On leur dit, voilà, l'inspecteur va venir, on va contrôler, venez avec 10 000 francs, venez avec 20 000 francs. Ça devient pratiquement un rançonnement permanent. Et ça se fait au nom et pour la promesse du ministère. Le ministre va un jour nous mettre dans la danse de la paye. C'est comme ça qu'on est arrivé à 72, 75 mois d'impayement. Mais oui, ouais. Vous laissez la population être vraiment comme ça rançonnée par les aventuriers. Merci beaucoup. J'ai eu je vous fais rire. Moi, j'ai dans mon antichambre ici, il y a mon secrétaire administratif qui, pour la première fois d'arriver au ministère de la Formation, c'est quand moi je suis arrivé là. Parce qu'il était avec moi au transport. Je ne savais pas qu'il avait son numéro matricule. Il est là, la formation professionnelle. Il avait déjà Il ne connaît même pas. Il est passé par cette filière. Et puis, c'est un rançonnement que je ne peux pas tolérer. Oui. Et nous devons aider. Je vous dis, M. Kalenga et M. Chakou, les derniers chiffres qui nous ont été communiqués par le VPM Liao à la fonction publique, en termes de nombre d'agents, au début, quand il est arrivé, on parlait de 800 000. Mais avec le travail qu'il fait, le VPM Liao, il nous a dit qu'on est aux alentours de 200 et quelques mille. Si je prends que les agents, émergents des centres de formation qui sont en collaboration avec le ministère de la... On est à plus de 800 000. Je n'ai pas encore pris le régime général. Mais parlons de l'impayement, puisque des fois quand même... Plus que la fonction... Rien que ces agents-là, c'est plus que la fonction publique. Au regard des centres enregistrés. C'est-à-dire, je suis en train de faire une projection générale. Que les centres soient fictifs ou pas, il faut payer. Il faut contribuer. Mais moi, j'ai dit, le ministre dit qu'il faut payer les gens. Mais on paye qui? Pour répondre un peu à M. Kalenga. On paye qui? Mais on paye celui qui l'on peut toucher physiquement à celui qui preste. Nonobstant les conditions, je n'entre pas dedans. Je n'entre pas parce qu'ils font quand même un travail qui permet de... Ils font un travail qui permet de prendre en compte nos jeunes. Ouais. Parce que moi, j'ai visité un certain nombre de centres. J'ai vu le travail, j'ai vu les mamans apprendre des métiers de jeunes. Mais il faut payer qui? Il faut payer effectivement. Le vrai problème ici, c'est que nous voulons mettre fin, sinon lutter contre ces phénomènes-là des centres fictifs et des agents fictifs. Et comme les gens ont déjà acquis une mentalité de rançonner les gens. Mais il y a des gens, moi j'ai des messages ici, mais c'est terrible. Les gens à qui on demande $50, $100, au nom et pour le compte du ministère. Mais nous devons y mettre fin. Et quand j'ai dit le paiement, ça doit être clair. Le combat du ministre, c'est que les gens doivent être payés. Mais payer ceux qui existent réellement et qui font du travail. Et pas une sorte de montage qui avait été fait, sachant que les centres n'existent pas. Nous avons déclaré les gens, et puis quand l'argent va sortir, nous mettons dans les poches. Non, l'État ne peut pas faire ça. Et ça, il s'agit du côté des agents des centres. Mais au ministère, nous avons le régime général. Quand je dis le régime général, c'est le secrétariat général, c'est l'inspection, c'est le CNACPF, dont les travaux, nous sommes en train de révisiter aussi le cadre organique du ministère pour régler toutes ces questions-là. Mais on est en train de régulariser, ils sont payés. Monsieur Kalenga, puisque vous abordez cette question-là, j'en profite quand même. Je suis le tout premier ministre de la formation professionnelle à avoir amené cette question-là sur la table du Conseil des ministres, le tout premier. J'ai initié un contrôle rien que dans la ville de Kinshasa par l'entremise de SNACPF. On a plus de 417 contrôles de 10 jours. En 10 jours. Plus de 471 centres fictifs dans la ville de Kinshasa. Mais prenons seulement dans la ville de Kinshasa. Ça, c'est en 10 jours. Bon, restons sur les 471 centres fictifs. Si on fait x30 comme d'habitude, n'est-ce pas? En nombre d'agents, on est à 12 000 quelque chose, 13 000 quelque chose. Et si on parle de 13 000 fois 300 000 toujours, ça veut dire que c'est l'argent qui va partir comme ça. Et ça, c'est ce qui dérange. Et pourtant, si nous revenons au régime général, mais ils sont les hommes les plus heureux. Je suis le tout premier ministre
à avoir obtenu autant de primes institutionnelles pour les agents de l'administration classique. Ça, on est en train de plus en plus d'éluder ça. Mais qu'à cela ne tienne, nous parlons de nos réformes que nous sommes en train d'implémenter pour continuer à avoir un véritable ministère de la formation professionnelle. Très bien. Monsieur le ministre, moi je vais surmonter un peu la polémique, pour revenir sur les actions. Exactement. C'est pas la polémique, c'est l'actualité. Bon, on doit dire qu'aujourd'hui, on voit un peu ce que vous faites, mais on a l'impression que vous allez beaucoup plus dans le sens de renforcer l'administration du ministère. Il n'y a pas que ça. On vous attend sur le terrain. Lorsqu'on parle de la formation professionnelle, même lorsque le chef de l'État vous a élevé au rang du ministère d'État, c'était notamment pour répondre à une question majeure, la main-d'œuvre. Très souvent, on parle d'une main-d'œuvre non qualifiée en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous envisagez dans votre plan directeur pour renforcer la main-d'œuvre congolaise, d'autant que toutes les formations professionnelles, cette transversalité aujourd'hui ne demande pas débat. Je vais me permettre d'aller plus loin avec notamment tous les accords signés République démocratique du Congo, Chine ou encore avec les États-Unis d'Amérique. Le besoin, la nécessité de la main-d'œuvre s'impose. Qu'est-ce qui est déjà fait dans le sens de la certification de la main-d'œuvre du Congolais? Merci d'abord. Moi, comme ministre de la formation professionnelle, je suis très mal à l'aise de parler de la main-d'œuvre non qualifiée. Je suis très mal à l'aise. Je fais le diagnostic sur la problématique. En fait, la main-d'œuvre, dire que la main-d'œuvre congolaise est non qualifiée, c'est un peu aller trop à l'extrême. Le diagnostic m'a permis de comprendre que nous avons des compétences dans notre pays, dans tous les domaines. Mais le problème, c'est que ce sont des compétences qui ne sont pas certifiées. Et nous avons trouvé dans notre pays un décret qui existe depuis des lustres et qui n'a jamais été mis en œuvre, un décret du 24 avril 2004, qui reconnaît la valorisation des acquis d'expérience. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quelqu'un qui a appris ce métier, qui a acquis les compétences sur l'État, il peut s'en prévaloir, même sous sa promotion en grade, même sous la prise en charge dans le calcul de ses revenus. Nous avons dit, ramenons ces décrets-là dans les domaines de la formation professionnelle. Moi, je vous regarde droit dans les yeux. Mais les mêmes personnes qui disent que la main-d'œuvre congolaise n'est pas qualifiée, mais quand ils ouvrent des sociétés, quand ils ont des chantiers, ils recourent toujours à cette main-d'œuvre-là. Mais c'est contradictoire. Alors le problème, c'est la certification par l'État. Pour faire court, nous, ministère de la formation professionnelle, nous avons lancé d'ailleurs depuis le 13 septembre avec son Excellence, Madame la Première ministre, la grande campagne de sensibilisation et du début des jurys qu'on a qualifié de pas qualifié, qui se dénomme valorisation d'acquis d'expérience. Et je vous dis, au moment où nous parlons, nous en avons déjà plus de 10 000. Ça veut dire quoi? C'est pour préparer justement, pas pour préparer, parce que la main-d'œuvre là, elle est là. C'est pour faire cette reconnaissance des compétences, la certification des compétences par l'État. C'est-à-dire le maçon, les mécaniciens, le peintre, les ajusteurs, que sais-je encore. Tous ces hommes-là de métier qui ont appris le métier sur l'État, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, la personne ne fait que peindre. Vous allez dire qu'il n'est pas compétent. Nous avons ouvert des jurys. Des jurys qu'on appelons les jurys de VAE, qui est différent des jurys de ceux qui font le cycle des établissements dans les centres. Et c'est sur l'État. Nous avons mis en place les jurys de valorisation d'acquis d'expérience. Et je vous dis que nous avons déjà enregistré plus de 10 000 personnes. Nous avons lancé ces jurys, je crois que vous étiez là, au lancement. Et au moment où nous parlons, ça se poursuit. Et la particularité de ces jurys-là, c'est que la présidence est conduite par la FEC, la Fédération des entreprises du Congo. Et là-dedans, vous avez les experts de métier. Mais la particularité aussi, c'est qu'il y a l'ONEM qui nous accompagne. C'est pourquoi l'ONEM, vous allez dire, mais l'ONEM vient faire quoi? Mais justement, l'ONEM, c'est le réceptacle de toutes les compétences que nous avons dans notre pays. Vous vous souviendrez que le chef de l'État a promis 6 millions d'emplois. Eh bien, nous pensons que nous, comme ministère de la formation professionnelle, nous avons une part importante. Voilà pourquoi toutes ces compétences-là qui seront certifiées seront immédiatement reversées dans la banque de données de l'ONEM. Et les enregistrements continuent. Nous avons pour l'instant la phase pilote de Kinshasa. Ça se déroule dans 4 centres à Kinshasa. Et ça se poursuit. Mais aussi, pour renforcer cette main-d'œuvre-là, nous avons lancé de vastes programmes, on n'en a pas parlé, de vastes programmes de formation gratuité.
Nous avons formé les gens gratuitement ici dans ces ministères. Non seulement les dépendants des militaires, et lorsque nous avons fait ce qu'on avait appelé la foire de la formation professionnelle, c'est là que j'avais découvert que ces populations, nos populations, surtout la jeunesse, a besoin de la formation professionnelle. J'ai reçu plus de 13 000 inscrits. J'ai même formé plus que les inscrits. Parce que j'en avais reçu 13 000, mais on en a formé 15 000 et quelques. Et là-dedans, nous avons les gens de toutes les cas. Moi, parmi les données sont derrière, je vais vous le passer. J'ai même vu les licenciés qui voulaient faire de la reconversion professionnelle. On n'en parle pas dans notre pays. J'ai vu des fonctionnaires qui voulaient faire de la reconversion professionnelle. On n'en parle pas dans notre pays. Et j'ai eu les licenciés, les diplômés, enfin, toutes les catégories, même ceux qui n'ont pas pu achever leur cycle. J'ai eu tout le monde. On a formé 15 000 gratuitement en 9 mois. On n'en parle pas assez. Et là-dedans, nous avons des maçons, des menuisiers, et nous avons mis un cap sur le numérique. Aussi, dans le cadre de cette jury, nous travaillons maintenant en fonction des grands projets. En fonction des grands projets, notamment Corridor de Lobito, Grand Inga, et puis l'extension de la ville de Kinshasa, et particulièrement l'extension de la ville de Kinshasa, qui nous a saisis pour nous dire, voilà, dans une première phase, nous avons besoin de 12 000 hommes de métier. Et ils nous ont présenté l'état de besoin. Et je vous ai dit que j'ai déjà 10 000 enregistrés. Les chiffres que je vous donne, ça fait d'une semaine passée. Il n'est pas encore actualisé. Je crois que je vais actualiser cet après-midi. Et donc, pour répondre à cette problématique précise, ils vont passer les jurys. Passer les jurys ne veut pas dire qu'automatiquement vous réussissez. C'est un concours. Et nous avons 3 résultats à l'issue de ces jurys-là. Donc, les jurys peuvent vous décerner la compétence totale parce que c'est composé des experts et la compétence partielle ou carrément vous recalez. Et donc, voilà, les outils que nous avons mis en place pour répondre à cette problématique de la main-d'œuvre. Je ne vais pas aller dans les projets d'investissement, je n'entre pas dans ça. Je reste dans ce qui est fait déjà. On a suivi le tout dernier conseil des ministres. Vous avez fait valider la politique de la formation professionnelle. On dit que c'est un document de trop, puisqu'il en existe déjà. Dans votre alignement, vous avez dit qu'il y a plusieurs décisions que vous avez eu à prendre. Alors la question, quelle est la grande innovation qu'apporte cette politique, en quelques lignes, de la formation professionnelle? Je l'ai déjà dit, il faut améliorer la gouvernance du secteur. Si nous sommes tous ces remous-là, c'est un problème de mauvaise gouvernance du secteur. Il faut améliorer, il faut doter de notre pays de mécanismes, justement, des mécanismes de financement innovants dans le secteur de la formation professionnelle. Aujourd'hui, la formation professionnelle, je vais dire, c'est le parent pauvre du secteur. Il ne fallait pas commencer par le cadre organique avant de parler de la politique? Non, mais le cadre organique, il est déjà validé. Il est déjà validé. Il est déjà validé. Il est déjà validé. Mais même s'il faut faire les choses, mais on appuie les choses selon les urgences. Mais dans une démarche idéale, classique, on devrait commencer par la politique. Il faut un cadre programmatique. Mais il fallait apporter des réponses urgentes, ce qui a été fait. Monsieur le ministre, faire une bonne politique, c'est une bonne chose, mais il faut financer cette politique. Comment la formation professionnelle entend se faire financer? Quelles sont les sources de financement, finalement? Parce que les besoins sont immenses. Ça viendra d'où? L'argent va venir d'où? Bon, voilà. Merci encore de poser cette question-là. J'ai trouvé un ministère, je suis un ancien du ministère du Plan. Et le ministère, il y a les bailleurs qui s'alignent toujours autour des ministères. Les bailleurs de fonds qui s'alignent autour des groupes thématiques sur les ministères. Mais j'ai trouvé que le ministère de la formation professionnelle n'avait pas assez de bailleurs alignés. Sinon pas du tout. Sinon pas du tout, à part peut-être Enabel qui nous accompagne. Je vais revenir sur ce que nous faisons avec Enabel. Et UNICEF qui est classique, UNESCO qui est classique. Donc on n'avait presque pas de bailleurs. Donc nous avons élaboré ces documents-là pendant 15 mois. Ça nous a vu 15 mois d'élaboration et avec comme finalité d'avoir des bailleurs alignés sur la formation professionnelle. Et donc, dès maintenant que la politique est validée, je sais que la Première ministre est toujours très rapide, elle va nous donner le décret. Nous allons le présenter et chacun va choisir les domaines d'intervention. Là-dedans, nous aurons la construction des centres, la mise à niveau, le renforcement des inspecteurs, l'amélioration du gouverneur, et des formateurs, allais-je dire, pardon. Et puis, surtout, les financements innovants. Le secteur privé ne contribue pas à la formation professionnelle dans notre pays. Et pourtant, les grands pourvoyeurs, ça doit être le secteur privé.
Donc là-dedans, nous avons mis... Ils sont les grands bénéficiaires finalement. Voilà, voilà pourquoi nous avons même pensé mettre l'AFEC comme président du jury de VAE. Il y a l'idée derrière ça, on va étendre la politique, mais on a commencé avec ça. Et puis, nous avons mis l'ONEM, disais-je, c'est justement pour permettre d'assurer ces relais-là. Et donc, nous aurons les bailleurs qui sont déjà alignés, qui attendaient ça, les documents sont là. Mais c'est un financement, c'est sur 10 ans, hein, la politique c'est sur 10 ans. Et je crois que 1 milliard 54 millions 700 000 sur 10 ans, ce n'est pas la mer à boire pour la République démocratique. Dollars. Donc ce n'est pas la mer à boire pour la République démocratique. En 10 ans, ce n'est pas la mer à boire. Et surtout que nous aurons les intérêts. Et si nous sommes en train de travailler surtout sur le... Aujourd'hui, dans la République démocratique du Congo, dans le document qui est dans la... Mais dans les budgets de l'État, vous n'avez pas... Non, nous avons justement... Vous êtes vraiment dans la minceur, là, presque la Mais justement, je suis d'accord. Maintenant, c'est justement ces documents de politique générale qui vont nous permettre de monter en puissance, si je peux parler comme ça. Parce que là-dedans, nous avons l'accompagnement du ministère de Plan, l'accompagnement du ministère du Budget et des Finances qui vont comprendre ce que nous devons faire. Aujourd'hui, il faut moderniser. Nous sommes en train de moderniser le ministère de la Formation professionnelle. Mais alors, l'INPP... Non, je voulais vous dire, non, je vais revenir à l'INPP. Nous sommes en train de moderniser parce qu'il faut doter. Dans notre pays, nous avons mis en place une grande politique de construction. Je vous ai dit, on a déjà les avis de non-objection, tout ça, je vous ai dit. Mais il faudrait qu'il y ait une structure qui puisse coordonner toutes ces choses-là pour permettre le financement du secteur. Nous avons pensé mettre en place, c'est un débat que j'avais lancé au Conseil des ministres, ce n'est pas un secret, même si la première et le chef, le président sont en train de suivre. J'avais mis ce débat-là sur la place publique. Il nous faut un fonds de promotion. Il faut un fonds sous la... Moi, j'appelle ça Fonds national de promotion de métier. Mais il y a... PEF le fait déjà, il nous appuie. Non, ça c'est un débat. On va faire ce débat-là après. Et donc, nous avons pensé qu'il faut qu'il y ait aussi... Nous ne devons pas former pour former. J'ai dit que ce ministère a pour vocation de faire sortir en son sein de personnes qui sont immédiatement employables. Voilà pourquoi, dans le cadre de la politique nationale, nous avons pensé mettre en place l'Observatoire de la formation professionnelle, une agence et un fonds. Je vais vous expliquer tout ça après. Et puis, ça va les organes qui vont réfléchir sur vraiment le financement. Il y a plusieurs, il y a l'argent dormant dans notre pays ici. Mais il faut bien l'encadrer et puis on va financer le secteur. Et aujourd'hui, ce n'est pas un secret, la formation professionnelle représente 2% du budget du secteur de l'éducation, ce qui ne signifie rien par rapport aux besoins. Et le fonds va être financé comment? Le fonds? Oui, le fonds dont vous avez parlé, le fonds de promotion pour les métiers. Mais justement, nous allons travailler... Il y aura une nouvelle taxe, ou bien nous allons prendre sur le carburant? Il y a des quotités, non, on ne va pas surcharger. Il y a des quotités. Il y a plusieurs structures ici, dans notre pays, qui n'utilisent que la main-d'œuvre. Plusieurs structures, vous pouvez les énumérer. Et nous sommes en discussion avec eux pour voir comment on pourra dégager quelques quotités pour financer la formation professionnelle. Donc on ne va pas créer des taxes. Nous allons vers la fin de l'émission. Hein, donc essayons de tirer un maximum d'informations de votre présence devant nous ici. Voilà. Alors, évidemment, quand vous regardez votre marche dans ce ministère, pensez-vous avoir traversé les plus grands défis? C'est-à-dire que la chose la plus importante qu'il fallait faire pour donner à ce ministère une vie, une nouvelle vie, ou bien ceci est à venir. Parce qu'on peut être sur un chemin, on sait qu'on a traversé la zone critique. Avez-vous traversé cette zone critique avec la loi, avec tout ce que vous avez inauguré, ou bien il y a quelque chose qui nous attend encore, qui est fondamental pour votre satisfaction? Bon, moi, je suis quelqu'un qui ne tombe jamais dans l'autosatisfaction, pour ceux qui me connaissent. Je pense qu'on a posé les jalons. Oui, donc on a quand même traversé quelque chose. Je pense qu'on a posé les jalons, on a traversé. Aujourd'hui, on est prêt. Là même, je suis en train de travailler sur... il y a beaucoup de choses qu'on n'a même pas abordées. Et je suis en train de travailler, par exemple, sur la codification des zones d'éducation. Mais tout ça, je vais changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut travailler sur la codification des titres, travailler sur la codification et digitaliser la gestion du ministère. C'est un autre chantier, un vaste chantier, parce que ça ne sert à rien chaque fois de se déplacer. Je suis en train d'aller dans le partenariat vraiment sérieux avec J'ai un partenariat sérieux, par exemple, avec l'Institut Shandong de Chine, où chaque fois nous irons, nos inspecteurs, nos apprenants, nos formateurs, devront aller là-bas pour renforcer leurs capacités dans tous les domaines. Je suis
en train de formaliser surtout cet alignement des bailleurs. Je crois que c'est ce qui va donner plus d'élan à ces ministères. Et puis, comme j'avais dit, la ratification avec l'UNESCO, vous connaissez tous les avantages qu'il y a là-dedans. Et nous avons créé les cahiers de l'apprenant, voilà, j'allais oublier. Nous avons lancé les cahiers de l'apprenant. Vous avez fait tellement de choses. Nous avons lancé... Vous communiquez moins, donc vous voyez, on ne peut plus tout épuiser. Nous avons lancé les cahiers de l'apprenant. Voilà, les cahiers de l'apprenant. Monsieur le ministre, c'est vraiment vers la fin de l'émission, c'est pas autrement. Alors, ce soir, beaucoup de gens nous ont suivis. Hein, je pense des autorités, mais il y a quand même ceux qui sont dans les centres de formation. Les gens à qui on a dit que ces centres étaient la voie royale pour être payés par l'État. Vous avez retiré un certain nombre de prérogatives à ces centres pour qu'ils se remettent en ligne. Mais quel est le message aujourd'hui? Il y a des jeunes, des millions, à qui on a raconté des choses, qui vous suivent ce soir. Quel message vous leur adressez par rapport à ce qui apparaît ce soir comme un désespoir? Par rapport aux initiateurs des centres qui ont évolué comme étant une activité de rentabilité personnelle, donc qui n'entraient pas dans une politique nationale. À tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, honnêtes ou malhonnêtes, ont touché à la formation professionnelle. Vous devez avoir un message à leur adresser pour que ce soir, ils se disent, nous avons suivi l'autorité, voilà l'espoir, voilà la réalité, voilà l'attitude que nous devons adopter. Merci pour cette question-là. Je m'adresse particulièrement, je pense qu'au niveau du régime général, comme je l'ai dit, il n'y a pas de problème. Oui. Nous avons négocié des prix. Même à ceux-là, qui sont concernés par les centres de formation, surtout soumis au mandat de gestion signé par le ministère, je vais leur dire une seule chose. Le président de la République et la chef du gouvernement, tous deux réunis, et moi-même, comme responsable sectoriel, nous voulons améliorer les conditions de vie des Congolais et particulièrement ceux qui sont en train de prester au sein des centres de formation. C'est notre défi. À mon arrivée ici, sur tout le nombre que vous avez là-bas, j'ai oublié de vous dire ça, il n'y a que 614 qui sont payés. Quand je dis 614, pas 614 000. 614 personnes. Personnes qui sont payées. Sur les 800 000 sur les supposés. Autant de 1000 qu'on doit avoir là, il n'y a que 614 qui sont payés. Est-ce qu'un responsable, un ministre responsable peut rester content de cette situation? Non. Voilà pourquoi je tape du main sur la table pour que nous extirpions tous les centres fictifs, tous les personnels fictifs, de sorte que l'enveloppe que l'État doit dégager. J'ai mené beaucoup de démarches. Les dîners étaient derrière vous. Maintenant, tout le monde parle de la paie complémentaire. C'est cette main qui l'a signée, qui l'a demandé. Et pour que cette paie-là, quand elle va sortir, qu'elle serve ou qu'elle arrive dans les mains des existants. Donc, les combats du ministre, c'est le combat du bien-être de ceux qui travaillent réellement. C'est le combat du bien-être des centres qui existent réellement. Et pour y arriver, mais quand on est malade, on va à l'hôpital. Des fois, c'est la chirurgie. Des fois, on vous fait une intervention chirurgicale pour votre guérison. Et donc, le ministre, en résumé, merci pour cette question, le ministre n'est contre personne. Il faut qu'on donne les informations. Et la semaine passée, j'ai réuni les responsables de coordination, des hommes responsables. Ils m'ont demandé 14 jours. 14 jours pour voir dans leurs effectifs qui peut être réduit, c'est ça le vrai problème. Et donc, l'argent qui sera dégagé d'un moment à l'autre ne doit pas atterrir dans les poches des inconnus, mais dans les poches de ceux qui... C'est ça. Les faire sans ministère, est-ce que ce ne serait pas un danger? 14 jours, ils vont se réunir. Bon, moi, eux, ils ont demandé 14 jours. J'attends. Est-ce qu'il y aura un œil pour évaluer le travail? Mais on sera ensemble, hein, parce que j'ai posé la problématique. Ils ont dit qu'ils vont, comme ils sont maintenant dans des corporations, ils rentrent auprès de leurs assujettis, si je peux parler comme ça, et ils vont me revenir avec des conclusions concrètes. Donc le ministre veut que les gens soient payés, mais même le salaire, Willy Kalengai, mon aîné, mais vous êtes un économiste brillant, pour ceux qui ne le savent pas, moi je le sais. Mais le salaire, c'est quoi? C'est la contrepartie du travail. On va payer les gens qui restent dans leur maison. Moi, j'ai des cousins, des cousines, tout ça, qui connaissent les bureaux de la formation professionnelle parce que seulement je suis devenu ministre.
Ils sont ailleurs. Moi, j'ai des gens qui sont à la CENI. Il y a même, je vais même faire une boutade ici. Il y a quelqu'un qui est chef de protocole quelque part qui me dit « Dans la rappel, la formation pour ça. » J'ai trouvé, c'est-à-dire la problématique est très profonde. J'ai trouvé comment on appelle, nos frères qui font qu'on appelle généralement à Kinshasa des Sekiriko. À Kinshasa, on les appelle les Maguenya. Voilà. À Kinshasa, on les appelle des gardiennages. Un jour, il m'approche. Il dit « Bonjour, excellence. » Je lui dis « Bonjour, mon frère. » Il dit « Je suis votre agent. » Je dis « Comment ça? » « Moi, je suis formaté. » Des situations comme ça. Et donc, merci d'avoir posé cette question-là. Mboka na biso, tata mokonzi ekolo, azana posa, bana ya Congo, bazwa lifuta ya malamu. Bafutama, mais moto ya kozwa meya ya l'État, azala moto ya solo. Ezali te ke bayo bazosala te, bazwa mbongo. Bayo bakosala, bazwa mbongo te. Lelo na ministère oyo nakuti, ba nombre oyo nakuti, motango ya ba centre oyo nakuti, 27 512. Atakuti nyonso to ezalaki ya solo. Ti lelo bato bazofutama bazakaka 614. Yango ministre azwa ko insister. Pour ba école mosusu ezana bazana arrêté d'agrémenter mais bazana mandat de gestion. Misusu bazana mandat de gestion mais bazana arrêté d'agrémenter. Et na kati na bango toyebi ke makambo ya lokuta ezali ebele. Bambongo basengaka bino wana pesa $50, pesa $30 pour signaler aux commissions d'affectation. Ministère atindaka mutute. Fonction publique etindaka mutute, c'est qu'on les a bambongo ya bango moko. Ministre azako bunda po makambo wana esila batika konyokola bana oyo ya papa mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà pour ça le ministre Ezali. Le ministre a évoqué plusieurs défis. Nous sommes à la fin. Justement, est-ce que, monsieur le ministre, nous sommes à la fin. quand même accompagné par le gouvernement central? Mais le dossier passe au Conseil. Nous sommes à la fin. Voilà. Merci, monsieur le ministre. Être accompagné par le gouvernement central. Mais oui, mais puisque nous sommes dans le registre de la paix, merci. Mais si vous posez la question aux syndicalistes, là, ils viennent d'avoir leur, comment on appelle ça, leur OPI, tout ça, pour leur paye complémentaire. Donc, le budget, la paye, tout ça nous accompagne. Mais, quel que soit ça, nous devons mettre de l'ordre. Ce qui est, ils ont battu belé, ils fout à mater. Ils fout à mater, ils ont été que le ministre Alingi, était ministre Alingi, ils ont fout à mater. Mais pour mes gens, qui sont responsables, Merci, merci, monsieur le ministre de la formation professionnelle, ministre d'État. Merci surtout aussi à Shungu. On n'a pas fini ce débat. Le ministre a ouvert une porte et je crois que nous allons nous installer à des périodes précises pour revenir, parce qu'il faut faire le point. Vous avez fait beaucoup de choses, il faut communiquer davantage pour que le lien avec la population soit maintenu. Monsieur le ministre, nous ne pouvons que vous féliciter, ce qui est rare, hein, on ne le fait pas souvent en tant que journaliste, mais comme ça touche quand même la population, ce que vous faites, nous vous encourageons de continuer à le faire, mais redevabilité, il faut expliquer. Même les mauvaises ou les bonnes, les dures décisions doivent être expliquées. C'est donc la fin de ce programme. Nous espérons que vous l'avez suivi avec beaucoup d'attention. Nous avons donc été ici au ministère de la formation professionnelle. Nous avons été reçus par le ministre d'État qui nous a expliqué que dans ces secteurs, des innovations sont en cours. Il faut simplement que la population prenne patience, mais rien ne peut se faire dans la malhonnêteté, rien ne peut se faire en rançonnant la population. Tout doit se faire avec les règles de l'art. Voilà, c'est la fin de ce programme spécial. Nous allons le diffuser, les rediffuser sur des plateformes que vous connaissez. Nous espérons que vous aurez le temps de réagir et nous sommes là, n'est-ce pas, Chungu, pour pouvoir encore entendre votre son de cloche si jamais il y en a un autre. Au revoir et à la prochaine.